Gagner un Oscar, c'est quelque chose de particulier. Dans le cinéma, comme dans n'importe quelle compétition, quand les critiques reconnaissent votre travail, vous êtes nommé pour obtenir une récompense. Oh putain, génial, merci! Parfois, une seule récompense suffit à faire entrer un film dans l'histoire. Une statuette. Une seule. Et pourtant, cela peut suffire à graver un film dans le temps, à le rendre immortel. Parfois, cette reconnaissance vient d'une performance d'acteur. Un homme ou une femme qui s'investit totalement dans un rôle et marque toute une génération. Une scène de colère, un discours, une crise de panique, un regard qui reste gravé. I saw you, Erica. Parfois, c'est le scénario, une histoire originale, une morale, un angle encore jamais vu à l'écran. Bong Joon-ho! Une fin inattendue, une romance de science-fiction, une idée qui change notre manière de voir le monde. Parfois encore, c'est la beauté pure d'une œuvre. Le visuel, les couleurs, les lumières, une atmosphère qui nous enveloppe. Ou le son, la musique, cette vibration invisible qui transforme une scène en souvenir. Une statuette et le film est reconnu comme exceptionnel. Une seule. Mais en 2004, lors de la cérémonie des Oscars, un film ne s'est pas contenté d'une reconnaissance. Il ne s'est pas contenté de 2. Cette année-là, un film en a remporté 11. And the Oscar goes to... It's a clean sweep. For Lord of the Rings, The Return of the King. 11 nominations. Le Retour du Roi de Peter Jackson. Wow, look, thank you so much for the Academy and for all our... You're giving us an incredibly overwhelming night. Un exploit individuel, et pourtant profondément collectif. 11 récompenses qui témoignent d'un niveau de maîtrise presque impossible à reproduire. Mais ces Oscars cachent quelque chose d'encore plus intéressant. Parce que derrière un film, il n'y a jamais qu'une idée, qu'un acteur ou qu'un décor. Un film qui reste, un vrai film, est une superposition de couches invisibles. L'écriture, la mise en scène, le montage, la direction artistique, le son, la musique, les performances, le rythme, la lumière. Des décisions minuscules, invisibles, qui, mises bout à bout, construisent une œuvre. Parce que lorsque nos acteurs doivent tourner pendant des mois, voyager à travers la terre du milieu, une chose est plus importante que tout le reste. Se reposer dans un bon matelas. He can sleep anywhere, at any time. Et ça, Elijah Wood l'avait bien compris. Entre récupérer d'une blessure provoquée par le roi sorcier, grâce à la mémoire de forme de son nouveau matelas Emma, garanti 10 ans, et éviter de s'endormir au milieu des sets de tournage, il avait vite profité de l'offre exceptionnelle de la Saint-Valentin du site emma.fr, jusqu'à moins 50% sur les articles. Et comme il n'est pas riche car Bilbon ne lui a pas légué beaucoup d'argent, il a pu payer en 3 ou 4 fois sans frais supplémentaires. Alors quand ils ont livré gratuitement son matelas directement à Fontcombe et qu'il avait 100 nuits d'essai pour le renvoyer gratuitement s'il ne lui convenait pas, il s'est dépêché de traverser la terre du milieu, d'affronter les orques, les yeux pleins de rêves, à attendre son surmatelas, ses oreillers, sa couette, incapable de dormir sans. Et à la fin, quand l'anneau est détruit, Frodon peut rentrer. Il peut enfin accueillir ses amis dans son tout nouveau matelas Emma récompensé. Et quand il saute dessus, il reste stable et isole leurs mouvements. Alors si vous voulez faire comme Frodon, et comme moi au passage, qui dort comme un bébé depuis que j'ai pris le matelas Emma original, utilisez mon code Netflix pour avoir 10% en plus sur tous les produits déjà en promotion, jusqu'au 23 mars compris. Le lien est dans la description. Alors aujourd'hui, ensemble, on va faire quelque chose d'ambitieux. On ne va pas seulement analyser pourquoi Le Retour du Roi a remporté 11 Oscars. On va utiliser ces 11 récompenses comme porte d'entrée pour comprendre les 11 couches qui ont fait la grandeur de ce film. Thank you. Et à la fin, vous ne regarderez plus jamais un film de la même manière. Parce que vous comprendrez enfin ce que très peu de spectateurs perçoivent vraiment. Comment on fait un film ? Un vrai film. Un film qui traverse le temps. Quand on pense à un film, on voit d'abord ses acteurs. Le jeu, les émotions, l'interprétation, le visage même de l'œuvre. Et pourtant, Le Retour du Roi n'a reçu aucun Oscar d'interprétation.
Viggo Mortensen, Sean Austin, Andy Serkis. Pas une seule nomination. Et ce n'est pas une injustice. C'est la logique même de la trilogie. Parce que Le Seigneur des Anneaux, c'est une œuvre où personne ne doit voler la lumière au film lui-même. Les acteurs ne sont pas là pour briller individuellement. Ils sont là pour servir le monde, servir l'histoire, servir la vision. Et c'est pour ça qu'au moment de récompenser cette œuvre titanesque, tout ce qui la compose reçoit un Oscar. Tout, sauf les acteurs. Parce qu'ici, l'excellence est collective. Et cette excellence commence par un département souvent invisible, alors que sous nos yeux. Quand on se rappelle d'un film, on se souvient la plupart du temps des personnages qui nous ont marqués, leurs intentions, leurs répliques. Et surtout, leur apparence. Une coiffure, un costume, un gadget. Des éléments iconiques qui vont nous permettre de nous déguiser à Halloween et d'être immédiatement reconnus par tous. What are you supposed to be, an elf? No, I'm a hobbit. Inutile de nous rappeler le succès monumental de la Harley Quinn de Margot Robbie, alors que son film, lui, est complètement oubliable. Le Joker de Heath Ledger, devenu légendaire pour son costume mauve et son maquillage à moitié effacé par le temps. Les costumes donnent vie aux personnages. Ils créent une histoire, un passé, un présent et un futur. Et généralement, pour optimiser le temps et le travail, on se concentre sur la construction d'un ou deux protagonistes présents à l'écran. Ceux qui parlent, qui font avancer l'histoire. Le passé des personnages secondaires, on s'en fiche un peu tant qu'ils sont crédibles à l'écran. I am the spy. Mais Le Retour du Roi n'est pas un film comme les autres. Ce n'est pas l'histoire d'un simple héros face à son destin. Ce n'est pas seulement Frodon et l'anneau. C'est un monde en guerre. Une confrontation entre des peuples entiers. Et un homme qui part en guerre ne se bat pas seulement pour survivre. Il se bat pour sa culture, son héritage, son futur. Son armure devient un symbole de ce qu'il représente, la raison qui le pousse à mourir pour sauver les siens. C'est là que les costumes cessent de devenir un simple design. Ils deviennent un langage. Et quand on fait un film, la première impression à l'écran compte plus que tout. Comprendre un personnage à la simple vue de sa tenue, de sa posture, de la manière dont il occupe l'espace. Rappelez-vous la déception du public face à l'armée Nilfgaard dans The Witcher et son manque de crédibilité. Rappelez-vous l'armure des gardes royaux dans Game of Thrones, ou encore la tenue et la cape rouge des soldats dans 300. Parce qu'une histoire ne se raconte pas uniquement avec ce qu'on voit, mais aussi avec ce qu'on imagine. Et notre imagination est guidée par les costumes. Armure, robes, vêtements cérémoniels, tout doit être cohérent. Et si on devait retenir une seule chose pour cet Oscar, c'est le travail fait pour les peuples des hommes. À l'époque du Retour du Roi, le Gondor est une nation en déclin, le souvenir d'un peuple légendaire, d'anciens conquérants, maîtres de la mer. Ils n'ont plus de roi, presque plus d'hommes, l'arbre blanc se meurt. Yes, the white tree of Gondor, the tree of the king. Les symboles s'effacent. Les ailes, autrefois visibles sur les casques, fierté du peuple du Gondor, ont presque disparu. Elles sont maintenant intégrées directement dans les aumes. Subtiles, presque effacées, comme les derniers restes d'un héritage en train de s'éteindre. Les armures du Gondor ne brillent pas, elles portent la fatigue d'un royaume qui se bat encore, parce qu'il n'a plus rien d'autre. On voit Faramir et ses hommes courir vers leur mort certaine, et leurs costumes racontent l'histoire de leur peuple. Et en face, il y a les Haradrim, le peuple du Sud, les monteurs d'éléphants géants. L'objectif est de nous faire comprendre leur culture au premier regard, au premier son de cornes, leur histoire, leur influence. Mais comment créer un peuple du Sud qui fait partie du camp des méchants sans offenser personne? Hang on, you can't make them look African. That would just be rude. Yet another race of bad guys. Regardons ensemble la première apparition à l'écran d'un représentant de cette nation. L'arrivée est épique. La caméra attire notre regard sur l'apparence du monteur. On comprend tout de suite qu'il est unique. Les costumiers décident de mélanger les héritages culturels.
Les Haradrim prennent naissance dans la culture aztèque pour la forme de leur casque, une armure influencée par les Kiribati, des vêtements en peau de bêtes sauvages. Face au Gondor, noble et fier, on découvre immédiatement qu'on n'a pas affaire au même peuple, pas à la même culture, pas au même rapport au monde. Un personnage ne s'exprime pas seulement avec ses mots, ses gestes ou ses motivations. Il parle aussi avec son corps, avec ce qu'il porte, avec la manière dont il se montre au monde. Et c'est pour ça que l'Oscar des meilleurs costumes n'est jamais donné pour un joli design. Il est donné pour un monde entier, rendu crédible, pièce après pièce, peuple après peuple. Dans Le Retour du Roi, même les armures racontent une histoire, même les figurants portent un passé sur leurs épaules. Et c'est là la première couche du film, la première brique de son immense réussite, qui nous annonce déjà la couleur pour la suite de notre projet exceptionnel. Nyla Dixon and Richard Taylor for The Lord of the Rings, The Return of the King. Lorsque l'on parle de costume, on parle forcément maquillage. L'un ne va pas sans l'autre. Et pour le maquillage, les équipes du film ont fait un travail remarquable. Évidemment. L'objectif des artistes maquillage, c'est de nous faire oublier l'acteur pour mettre en avant le personnage. Et ils l'ont tellement bien fait que vous n'aviez même pas remarqué qu'un acteur ne jouait pas un, pas deux, mais bien 3 personnages uniques et essentiels dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Lawrence Macaore, le colosse favori de Peter Jackson. L'acteur et cascadeur a commencé son aventure dans la communauté de l'anneau, en interprétant le terrible Uruk-hai qui transperce Boromir de plusieurs flèches. Un monstre mémorable, maquillé à la perfection pour marquer son allégeance à Saruman. Mais malgré qu'Aragorn lui coupe la tête, Peter Jackson n'en avait pas terminé avec lui. Il va le faire revenir. Parce qu'en pleine écriture du 3e film, le réalisateur néo-zélandais remarque une chose. En dehors du roi sorcier et de Sauron lui-même, il n'y a pas vraiment de commandant pour diriger l'armée des orques. Pas de personnage qui sort du lot. Juste un nom. Gothmog. Une parfaite excuse pour lui donner un rôle central dans le film et dans l'armée. À l'origine, dans ses esquisses, Gothmog était un orque impressionnant, qui n'avait que quelques défauts sur le visage. Un orque répugnant mais sobre. Peter Jackson voit le dessin et demande d'exagérer complètement ses traits. Il veut un véritable orque Elephant Man, absolument déformé, défiguré. Le personnage prend vie, c'est un orque qui boite, qui donne des répliques cultes. The age of men is over. The time of the orc has come. Avec une arrogance insupportable. Let us ease their pain. Et qui va l'interpréter ? Vous l'avez compris, Lawrence Macaore. Il sera maquillé pendant des heures et des heures, tellement fatigué de se lever en pleine nuit pour tourner à temps, qu'il dormira debout entre 2 scènes. And you're still tired from, waking up so early and then you sort of fall asleep like that. Et puis, Peter Jackson lui demande de jouer encore un dernier rôle. Qu'il se rassure, ce sera un rôle mineur, à peine mémorable, le roi sorcier. I will break him. Et oui, Lawrence va interpréter sous un casque épique, retravaillé en dernière seconde, avec une massue immense, retravaillée en dernière minute, le plus grand serviteur de Sauron. 3 rôles complètement différents, un seul acteur. Et personne n'a rien vu. C'est ça, la magie du maquillage et des costumes. Mais là vous allez me dire, ok, ils ont bien bossé les personnages principaux. Mais qu'en est-il des personnages secondaires, des apparitions d'1 seconde à l'écran ? Les orques par exemple. En toute logique, on fait un design unique, un modèle pour les 10 000 orques et c'est suffisant. Ils ont 1 seconde de temps d'image, une demi-réplique, un tir à l'arc. Pas la peine de passer trop de détails dessus. Dans un film normal, sûrement. Chaque orque sera dessiné, inventé, avec des détails uniques, des formes particulières, une armure, des blessures, des yeux différents. Et Peter Jackson, comme un homme qui fait ses courses, sélectionnera personnellement les meilleurs designs pour la confection des orques. Le petit orque qui crie sur un plan d'1 seconde ? Un modèle et un maquillage choisis personnellement par Peter Jackson. Mais le plus impressionnant du maquillage reste probablement le travail sur l'armée des morts. Car ici, ce n'est plus le travail du maquillage seul.
C'est une combinaison parfaite entre deux couches superposées. Un modèle 100% en effets spéciaux, sans acteurs, et un modèle en maquillage, avec des vrais acteurs. On va ensuite les superposer pour créer cet effet fantomatique des hommes maudits. Une idée de génie. Qui aurait pu penser à ça en 2003 ? En 2003 ? Attendez, il n'y a pas un autre grand film qui sort cette année-là, justement ? Un film avec des hommes ni morts ni vivants. Ah bah si, au moment où les équipes du Retour du Roi pensent avoir une idée de génie pour l'armée des morts, le trailer de Pirates des Caraïbes vient de sortir. Avec exactement la même idée. You better start believing in ghost stories, Miss Turner. You're in one. Alors évidemment, ça reste quand même une idée de génie. Partagée, mais de génie. Just when I thought we had a good idea, somebody else has gone and done something similar to that. Et le résultat sera exceptionnel. Les costumes apportaient l'histoire, la cohérence et la crédibilité. Le maquillage, lui, apportait tout le reste. Richard Taylor and Peter King for The Lord of the Rings, The Return of the King. Et pourtant, avec ces 2 Oscars, ce n'est que le début de notre voyage pour construire le meilleur film de tous les temps. Une fois que nos acteurs sont maquillés, en armure, en robe ou en tenue de magicien blanc, ils sont enfin prêts à parcourir le monde. Et pas n'importe quel monde. La Terre du Milieu. Un endroit où il faut combattre au milieu de cités comme Minas Tirith, Minas Morgul, la plaine de Pélénor. Les costumes et le maquillage sont les décors que l'on prend avec nous. La Terre du Milieu est un décor que l'on parcourt, immobile, immense et immersif. Et le Retour du Roi doit réussir à nous montrer la grandeur de l'œuvre de Tolkien. Pour les décors, il y aura 2 catégories bien distinctes. Les décors dans lesquels les acteurs évoluent, jouent des scènes, échangent et combattent. Et les décors présents pour apporter de la perspective, de la profondeur, du paysage. Certains sont en taille réelle, d'autres sont des décors miniatures. Et le véritable défi, c'est de réussir à passer de l'un à l'autre sans que le public ne le remarque. Prenons Minas Tirith. Quand Gandalf arrive avec Pippin sur le sommet de la colline et qu'on découvre pour la première fois la Cité Blanche, la grandeur du Gondor, on est époustouflé par la beauté du paysage et on se pose peut-être la question de savoir si ce qu'on voit est réel ou en effets spéciaux. Ce ne sont pas des effets spéciaux. On est dans l'Oscar des décors ici. Alors du coup, selon vous, la construction de la cité à 7 étages a été construite à taille réelle ou est-ce une miniature ? Ni l'un ni l'autre. Ou plutôt les 2 en même temps. Pour les plans panoramiques, Minas Tirith a été construite entièrement en miniature, ou bigature si on veut employer les termes du cinéma. Une cité à l'échelle 1/172e, faite à la main. Imaginez le plus gros set Lego jamais construit. Minas Tirith c'est ça, mais niveau expert. 1000 jours de création par les artistes. 1000 jours à modéliser des maisons, des rues, des magasins, des façades, des détails minuscules qui permettent de faire des zooms incroyables sur la cité et d'avoir toujours la sensation du vrai. Des inspirations tirées de véritables forteresses européennes, comme le Mont Saint-Michel en France. One of the influences was actually Mont Saint-Michel in France. Minas Tirith a été construite, simplement en plus petit, beaucoup plus petit. Mais bon, du coup, comment on fait quand Gandalf descend de sa colline et entre dans Minas Tirith ? Il ne peut pas jouer dans une cité miniature, ça n'a pas de sens. Et non, c'est justement pour ça que Minas Tirith a également été partiellement construite pour de vrai. Un décor tellement grand que les équipes l'appelleront l'expérience Middle-earth. Un parc d'attractions que l'on peut visiter, découvrir, parcourir. Rien que la porte d'entrée fait 7 mètres de haut. The main door was to scale. It was all correct. So it was huge. The gates were huge. Huge. They're huge doors. Les motifs incrustés s'inspirent des chapelles italiennes. On modélise des sculptures, des statues, des gravures. Les rues sont pavées, les couloirs sont étroits. On respire la terre du milieu à travers Minas Tirith. Mais c'est une cité assiégée. Les orques vont tout détruire. On connaît déjà le scénario, au grand désarroi des artistes et des maquettistes.
Imaginez passer des heures et des heures à construire une porte magnifique de 7 mètres de haut. Et puis Peter Jackson tourne la scène avec le bélier en flammes à tête de loup. 2 constructions magnifiques qui s'entrechoquent. Le bélier et la porte. Et quand la porte explose du premier coup, tellement le bélier est bien construit pour son rôle, il faut tout recommencer. Ben oui, Peter Jackson voulait plusieurs coups avant que la porte ne casse. Alors les artistes recommencent tout le travail, reconstruisent la porte, encore et encore. Et vous vous souvenez quand je vous ai dit que c'était une cité assiégée ? Il faut donc faire des catapultes. Et la question revient, en miniature ou en taille réelle ? Eh bien, ils ont commencé par des petites maquettes dans les bureaux, à se jeter des projectiles à travers la pièce pour tester l'effet de levier. Et quand ça marchait tellement bien, ils ont fait plus gros. Et encore plus gros. Jusqu'à avoir des catapultes de plusieurs mètres de haut. Plus du tout miniature du coup. Les décors dans Le Retour du Roi, ce n'est pas l'illusion du réel. C'est le réel qui rejoint l'imaginaire. Grant made you for Lord of the Rings. Bon, notre Retour du Roi commence à prendre forme. On a nos acteurs, nos décors, et l'univers prend doucement vie. Mais c'est trop propre, trop naturel, et pas assez fantaisie. La Terre du Milieu est un monde de magie, de monstres incroyables et de combats épiques. On ne veut pas que de la crédibilité, on veut l'immersion absolue et le frisson du surnaturel. Et le seul moyen de le faire ? Les effets spéciaux. La dernière couche visuelle qui vient sublimer notre œuvre, comme un glaçage sur un gâteau déjà délicieux. Le Retour du Roi, c'est 1488 scènes à retravailler en effets spéciaux. Presque le triple de la communauté de l'anneau. Et le travail principal des artistes se fera, vous l'avez deviné, sur la bataille de Pelennor, la plus grande bataille du cinéma jamais créée. La sensation de vertige lorsqu'on voit la grandeur de l'armée orque qui se fait charger par les cavaliers du Rohan. 350 000 soldats, prêts à détruire les hommes et leurs souvenirs. Mais au final, on est en droit de se poser la question. Comment est-ce qu'on crée une scène pareille en animation ? Eh bien, c'est très simple. On prend un calepin, un bic bleu, et on décrit les scènes, entièrement, pour pouvoir travailler sur chaque plan. Et qui explique les scènes de combat ? Peter Jackson en short et chemise rouge. Et les équipes avaient même droit aux effets sonores pour l'immersion. Les artistes avaient 5 mois. 5 mois pour tout mettre en œuvre et construire le visuel que l'on connaît aujourd'hui. La bataille est monstrueuse à animer. La charge des cavaliers et celle des Mumakil sont des œuvres d'art à elles seules. Mais avant d'avoir cette scène qui balaye tout sur son passage, il faut d'abord créer le décor. Pas en bigature, c'est impossible. Donc on va faire quelque chose de beaucoup plus simple. The actual full Pelennor Fields doesn't exist and never did exist. So the only option that we really had was to create it in a computer. We created a virtual location. La plaine de Pelennor est une succession de photos prises en Nouvelle-Zélande et rattachées entre elles. Just photograph a lot of different places and then in the computer they can join it all together and it becomes a sort of a cyclorama that you can use in the background if you ever need any more shots. L'objectif était d'avoir un décor panoramique en 360 degrés pour les artistes d'effets visuels qui peuvent à présent travailler sous n'importe quel angle. Voyez ? Un jeu d'enfant. Et une fois le décor construit et en place, on peut enfin se concentrer sur la bataille et la charge de cavaliers. 3000 chevaux qui foncent sur des fantassins. La scène qui dresse les poils de ton bras même si tu l'as vu 50 fois. Pour rendre la charge crédible, les artistes, comme ceux pour les décors, ont combiné le réel et le fictif. Pour comprendre ces mouvements, ils ont effectué de la motion capture sur un cheval. 450 combinaisons possibles et reproductibles, qu'ils vont recréer sur les chevaux virtuels. Lors de la charge, il y aura de vrais cavaliers à l'écran, en pleine action, en pleine charge, et on rajoute les chevaux virtuels pour les impacts, les chutes, et la sensation de volume et de chaos. The good news was that no horses were harmed during this scene. The bad news is that a lot of animators were. Les cascades et les hommes qui tombent au combat sont chorégraphiés individuellement. C'est un chaos.
mais un chaos contrôlé. Jusqu'aux Mumakil, les éléphants géants. Pour les rendre crédibles, il faut simuler le poids, l'ombre, les effets de lumière, les mouvements musculaires. Il faut créer la vie à partir de rien. Cette scène de choc entre les deux Mumakil. Ce sont des plans travaillés et retravaillés jusqu'à la scène finale. Un travail de 6 mois de réalisation. Enfin, 6 mois et 2 jours. That shot was completely done. In our eyes. Parce que lorsqu'il présente fièrement le résultat à Peter Jackson, he sort of said something he's never said before. He goes, et un en langage de réalisateur, ça veut dire qu'il faut tout recommencer. Les plans de caméra, à force de retravailler les scènes, ne sont plus bons. Des mois de travail. Ils vont devoir supprimer la scène du film. Pas le choix. Mais il n'y a plus le temps. Ils ont dû tout refaire en 2 jours. Alors quand Peter Jackson vient un jour passer la tête dans le bureau des ingénieurs, avec l'idée de faire tuer un Mumakil par Legolas, Orlando Bloom est ravi. You then put an arrow through the brain of the beast, and as it falls down, you go for a scoot down the trunk. Ils ont l'idée folle de filmer en real life shot avec Orlando Bloom. Ils tournent dans un décor bleu, tout seul, et puis ils créent la même scène en CGI avec un double virtuel de l'acteur. Ils collent ensuite le Legolas d'Orlando Bloom sur la scène fictive. C'est stupide comme idée. C'est pas comme ça qu'on fait de l'animation. Mais ça fonctionne à merveille. Et ces idées de coupler plans réels et plans virtuels sont absolument partout. Elles sont utilisées avec l'Armée des Morts, ou encore avec Sam, qui tombe du dos d'Arachné. Les effets spéciaux ne sont pas là pour remplacer les décors et les acteurs. Ils sont là pour vivre avec eux. Et c'est pour ça que l'Oscar des meilleurs effets spéciaux n'a jamais été autant mérité. Jim Rigel, Joe Letteri, Randall William Cook and Alex Funky for Lord of the Rings, The Return of the King. Ok, maintenant qu'on a nos 4 Oscars visuels, on a tout ce qu'il faut à l'image. Minas Tirith est magnifique, Gandalf est crédible sur son cheval, et les cavaliers du Rohan sont prêts à attaquer. Du coup, on est prêt à tourner ? Pas vraiment. Parce que pour être cohérent, il faut raconter une histoire. Et l'histoire du retour du roi est très compliquée. Il faut comprendre que dans la trilogie, les arcs narratifs se complexifient à mesure que l'on progresse dans l'histoire. Et Tolkien n'écrit pas pour le cinéma. Il l'a lui-même dit, son œuvre est impossible à retransmettre à l'écran. Il en est tellement convaincu qu'il vend ses droits pour des clopinettes. Et quand Peter Jackson prend la main sur le projet, il comprend vite qu'il devra faire des choix. Sinon, il perdra toute son audience. Son plus grand ennemi, certains chapitres des 2 tours se passent au même moment que l'attaque de Minas Tirith. Chez Tolkien, les protagonistes ignorent tout des événements de leurs congénères et le mystère est central dans l'histoire. Mais ça n'arrange pas Peter Jackson. Déjà que l'œuvre est dense, si en plus la chronologie fout le camp, c'est impossible à réaliser. Arrivé à la fin des 2 tours, il est face à un problème. Il doit changer toute la chronologie par rapport au livre. Pourquoi ? Parce que Peter Jackson raconte l'histoire en ligne droite, avec de l'émotion tout le temps. Et c'est le meilleur choix possible au cinéma. Mais à cause de ça, il y a 8 chapitres complets à rajouter dans le dernier film. Et pas des moindres. Tout l'arc Arachné, la montée des escaliers, la trahison de Gollum, le combat contre l'araignée, Sam qui sauve la situation. C'est le livre 2, pas le 3. La chute de Saruman, poignardé au sommet de sa tour. C'est pareil. Mais on reviendra à cet élément dans l'Oscar du montage. Oui, ils ont eu celui-là aussi. Alors Peter Jackson et ses scénaristes font le seul choix possible. Ils condensent. Une vision interminable de Frodon dans le chapitre 9 est transformée en échange émotionnel entre Gandalf et Pippin, devenant au passage un des meilleurs dialogues du film. Gandalf. See what? White shores. And beyond. A far green country. And a swift sunrise. Le chapitre 10, Les Portes Noires, est remanié pour créer plus d'impact émotionnel. Dans les livres, on ignore que Frodon est en vie, piégé dans la tour des orques.
Ici, face à la bouche de Sauron, on joue sur le savoir du public et l'espoir qu'il arrive à détruire l'anneau à temps. It's a good example of how our restructuring of the storytelling and the parallel storylines is sort of was a disadvantage to us in this particular case. Alors oui, Peter Jackson va aussi réécrire certains passages et en supprimer d'autres. La fin est condensée, ramenée à l'essentiel. À l'écran, une fin trop longue casse l'émotion du public. Too many endings, man. What happened to Gimli and what happened to Legolas? There were scenes shot of those people. We sort of tried to mold it together so it flowed reasonably well. But I can understand a lot of viewers did sort of find there's too many endings. Gollum, dans les livres, est poussé par Eru Ilúvatar en personne. Dans le film, Frodon se bat avec l'ancien Hobbit, tous deux en pleine addiction et corruption face à l'anneau. Because we felt one of the most dramatic moments is not just the death of Gollum and then Sam saying, "Come on, Mr. Frodo, we've got to get out of here." It's got to be, "Don't you let go." And to make that a tough choice for Frodo, we needed to give him the other choice, which was to let go and end it all. Une tourmente intérieure pour renforcer l'impact émotionnel du personnage. Peter Jackson ne fait pas une adaptation fidèle au texte. Il fait une adaptation fidèle à l'intention émotionnelle. Alors oui, il sacrifie la structure littéraire, certaines ambiguïtés, une partie de la complexité, mais il préserve le cœur de l'histoire, Sam et Frodon, l'idée que le monde est sauvé par les petits et pas par les rois. Et c'est pour ça qu'il a rendu l'impossible possible, et qu'une œuvre considérée comme irréalisable au cinéma est devenue la plus iconique de notre génération. The Oscar goes to Fran Walsh, Philippa Boyens, Peter Jackson for Lord of the Rings. Une fois qu'on a notre histoire, nos acteurs, nos décors et nos costumes, nos yeux ont tout ce qu'ils veulent. Le film est visuellement magnifique et on a la charpente de notre projet, les fondations pour construire quelque chose de grand, de très grand. Parce qu'un film, ça ne se regarde pas, ça se ressent. Les yeux, c'est l'information. Les oreilles, c'est les émotions, les sensations. Vous ne me croyez pas ? Alors on va faire un test. Si on supprime les 5 premières couches de notre film, si on enlève le scénario, les effets visuels, les décors, le maquillage et les costumes, il nous reste quoi à l'écran ? Rien. Le noir total. Et maintenant, posez-vous la question. Est-ce qu'on peut quand même imaginer une scène de film dans le noir ? À vous de me le dire. Le son est indispensable à l'immersion. Sans lui, il ne reste qu'une image. Avec lui, il reste un monde. Alors on engage des experts, des hommes qui n'ont qu'un seul rôle, créer un écho, une résonance à l'œuvre. Ils auraient pu utiliser des banques de sons, créer l'univers du Gondor, du Mordor et de la guerre de manière digitale. Ils n'ont rien fait de tout ça. Of the films, they had to come up with material that was going to match the visuals. Ils ont simulé, inventé, enregistré les sons pour être les plus fidèles possibles à l'univers. Un rocher de 300 kilos qui s'écrase sur des orques. On utilise une grue. On enterre des micros et on enregistre la chute d'un vrai bloc de granit. « 60 000 crânes en mouvement dans la cité des morts. Ça tombe bien, on avait 20 kilos de noix en stock. » Et pour les monstres et créatures surnaturelles, il faut leur créer une identité. Une signature sonore aussi forte que leur silhouette. Le cri d'Arachné sera un mix entre une tête d'alien... The thing that I was afraid of was that it might not be scary enough. Un sifflement de machine à café. The problem with using hisses alone is that you can't make it sound aggressive. Et un cri de tasmanien. Séparément, ils sont ridicules. Ensemble, ils créent une araignée géante qui a faim. Celui des Nazgûl,
les monstres volants les plus terrifiants de la Terre du Milieu, le sommet de la représentation du mal, tiré d'un hennissement d'âne. Les costumes racontent une histoire, tout comme les décors. Il fallait faire pareil avec le son. Les Mumakil combinent tigres, éléphants et lions. Peter Jackson a dit qu'il n'y avait aucune règle. Il n'y aura donc aucune règle. Le dernier râle à la mort d'une monture géante est directement tiré du cri d'un cheval en rut. Il n'y a aucune limite à la créativité, sinon celle d'être crédible. Un son ne se construit pas avec de la colle, du bois ou des touches sur clavier. Le son, c'est l'expression de la vie. Et la vie est partout autour de nous. Même en pleine bataille, là où le son peut devenir un bruit insupportable. Il peut aussi devenir un avertissement, une menace, comme l'annonce des Mumakil qui arrivent au loin. From that moment, we just sort of increase. We just let it all flow towards us. Et puis vient la fin du film. Quand on pense à la mort de Sauron et son dernier cri, tout le monde l'entend, le comprend. La douleur, le désespoir, la peur. You actually literally you have to identify it as a scream of anger, pain, fear. Un cri humain et monstrueux à la fois. Le voilà, le cri de Sauron qu'on entend dans le film. L'ambiance sonore permet d'animer l'irréel. L'anneau lui-même, par le son, devient un personnage. Il corrompt, il chante, il hante. Sa présence domine l'espace et envahit les oreilles de ceux qui l'infectent. And it's a moment where sound design is as powerful as anything there because it helps tell the story. Le Seigneur des Anneaux est une œuvre de fiction, mais si elle résonne aussi réelle, c'est avant tout parce qu'elle imite le réel. Alors oui, le son est complémentaire, souvent oublié, mais au final, c'est le seul qui reste dans nos esprits, quand on ferme les yeux. Et lors des Oscars, il était impossible d'oublier le travail de ceux qui ont contribué à nous faire vivre pendant quelques heures dans les terres du Gondor. Christopher Boyes, Michael Semek, Michael Hedges, and Hammond Peake for The Lord of the Rings: Return of the King. Mais parfois, dans une histoire, on a trop d'idées, trop de plans, trop de personnes sur un même projet. Et dans Le Retour du Roi, il est important de réussir à contrôler le génie, pour ne pas le transformer en folie. Une histoire n'est intéressante que par la manière dont elle est racontée. Si on commence par la fin, ou qu'on oublie certains passages, la beauté des plans ne suffit pas à rattraper la catastrophe. Quand l'équipe d'édition est arrivée sur le projet, 80% du film était terminé. Et pourtant, pas la moindre scène n'était validée. Au début de leur travail, ils se retrouvent avec environ 2 millions de plans. Des armoires complètes de bandes de films jaunes. Ils vont devoir en faire un film de 3 heures. Il faut également comprendre que l'histoire de Tolkien n'est pas simple à éditer. La communauté de l'anneau est linéaire. Un anneau, un groupe et un fil conducteur. Dans les 2 tours, c'est déjà plus compliqué. Il y a 3 histoires en parallèle. Sam et Frodon, Aragorn, Gimli, Legolas, et enfin Merry Pippin, chez les Ents. On se fait chier. Mais Le Retour du Roi, c'est 5 histoires en simultané. Pippin et Gandalf, Merry et Éowyn, Elrond et Arwen, Aragorn, Gimli, Legolas, Sam et Frodon. Et n'oublions pas que grâce à notre Oscar du meilleur scénario, il reste des scènes des 2 tours insérées dans le film. La chute de Saruman, Arwen et la vision de son futur possible avec Aragorn, You saw there was a child. You saw my son. l'origine story de Gollum. Et c'est à l'équipe de montage que revient le lourd et dur labeur de couper des scènes pour conserver la cohérence interne et le rythme de l'histoire. C'est par le montage que l'histoire de Sméagol, oubliée dans les 2 tours, devient l'introduction du 3e film. It is, let's put it at the front of the film. Peter was delighted.
What a wonderful way to start film 3. That bloody worm on the hook. On démarre avec la corruption par l'anneau et l'agression violente de Déagol jusqu'à sa mort. Et c'est par le montage qu'on finit le film avec la même altercation entre Gollum et Frodon. L'anneau au centre de tout. Et parfois, le montage exige des sacrifices, comme la mort de Saruman. Christopher Lee était totalement investi dans son rôle. Il avait déjà compris l'impact de la trilogie sur la culture populaire. Alors, quand on lui demande de revenir pour le 3e film, il fait plusieurs fois la même scène pour être parfait. So I did the entire scene and then did it again. And I certainly ADR'd it 4 times. Il connaît l'histoire par cœur. Il sait que normalement l'histoire de Saruman finit dans le tome 2. Et on lui propose de revenir pour le 3. Il s'investit comme un fou dans la scène. La mort de son personnage est clé dans l'histoire. It's one of the most crucial scenes in the entire story. Il comprend l'héritage de Tolkien. Il donne même des conseils sur comment le poignarder. Malheureusement, après tout le tournage, Peter Jackson va le couper au montage. Trop difficile à placer, bizarre à mettre au début du film. I was very disappointed. I was shocked, I was disappointed, I was hurt, and I can't understand why they did what they did. Il restera dans la version longue du DVD, pour le plaisir des fans et de Christopher Lee. Although we will top it with the extended DVD. With the extended DVD. That's the only thing that's going to top what we've just seen, isn't it? Yes, everything, yes. So much better. I'm in it for 7 minutes. But it's unforgettable. The whole film goes downhill after that. Et à l'inverse, parfois il manque des plans. You need shots that you don't have. On a les effets spéciaux, les plans caméra, les scènes jouées et enregistrées, et puis on se rend compte qu'il manque une scène pour la cohérence interne. Un lancier sur un Mumakil lors de l'assaut de Legolas. Un homme qui doit sauter à terre. Un seul plan. Un plan pour tout valider. Mais Orlando Bloom et le décor sont partis depuis bien longtemps. Alors le monteur, qui fait du télétravail, prend un balai dans son placard, une caméra prêtée par Peter Jackson, et filme l'action manquante chez lui, sur sa terrasse. Et cette scène sera intégrée au film. Definitely an Oscar nomination. Quand Gollum se bat contre Frodon pour récupérer l'anneau dans le repère d'Arachné, et que Peter Jackson trouve qu'il manque d'émotion sur le visage de Sméagol, Gollum's reaction to the fact that the ring is going to get destroyed. Il invite Andy Serkis chez lui pour boire un thé. Et au milieu des petits gâteaux et boissons chaudes, il demande à l'acteur de rejouer la scène. Right, okay, let's just do it. So get down on the carpet. And this was in his house. Et l'équipe d'editing fera le reste. That's movie magic. Le montage, c'est parfois des détails sur un plan. 1 seconde, mais qui change tout. L'anneau qui tombe dans le volcan, il aurait pu disparaître instantanément, en même temps que Gollum. Ils ont choisi de créer un moment de tension. Une pause interminable. Le doute qui s'installe. Un impact émotionnel uniquement possible grâce au travail de cette équipe de dernière ligne. Le montage, c'est réussir à raconter une histoire de la meilleure manière possible. Un métier de l'ombre, qui a pour rôle de mettre l'histoire en lumière. Et personne ne l'a mieux fait que l'équipe du montage du Retour du Roi. James Selkirk for The Lord of the Rings, Return of the King. Il y a beaucoup de choses qu'un livre est capable de faire et qu'un film ne peut qu'espérer atteindre. Mais l'objectif d'une histoire est de réussir à nous faire voyager, à nous faire rêver. Et le cinéma possède une arme que les livres n'auront jamais. La musique. Et la musique du Seigneur des Anneaux est peut-être aussi connue que son histoire. Pour le Retour du Roi, Howard Shore a été invité sur les sets. Il a rencontré les acteurs, il a pu voir avec les équipes les projections du film. Il jouera même dans la trilogie. Le but était de ressentir et de comprendre le travail autour de l'univers pour pouvoir l'honorer. La musique, c'est l'empreinte, la signature d'une œuvre, une trace, un souvenir, une capsule qui permet de provoquer une émotion. Elle contrôle le ton, la cohérence interne, l'identité.
Alors, lorsque Boromir, dans la communauté de l'anneau, fait son discours à sa future équipe et qu'une musique résonne dans nos oreilles, It's a solo French horn, and you hear what then becomes. Howard Shore en fait un thème pour le Gondor dans Le Retour du Roi. L'allumage des feux de détresse est l'appel des hommes pour combattre le mal. Et la musique nous donne envie de nous unir à eux et de combattre. It's that thing that the movies sometimes can do better than books. You know? Mais ce qu'Howard Shore a compris mieux que personne, c'est que la musique qui nous parle le plus, c'est celle créée par l'homme. La voix, le chant. Et Le Retour du Roi en regorge. Lorsque Billy, l'acteur de Pipin, chante en soirée karaoké avec une scénariste, il n'en faut pas plus pour qu'on lui demande de créer une chanson pour Denethor. L'acteur avait 2 jours pour transformer un poème en chanson. Pete asked me if I could write something. And I said, well, yeah, I'll have a go. And they gave me what they wanted the words to be, which is a poem from the Fellowship. Il crée un héritage de la comté, l'histoire des hobbits et le souvenir d'un passé depuis longtemps oublié. Mais il n'est pas seul à chanter dans le film. L'actrice d'Arwen chante lorsqu'Aragorn soigne Éowyn. Un lien qui unit les trois par l'amour qu'ils se portent. Viggo chante en elfique au couronnement d'Aragorn. La musique n'est pas un accessoire, c'est la terre du milieu qui s'exprime. Mais le meilleur de la musique et du chant sera accordé à René Fleming, la voix qui chante lorsque Gollum a l'anneau. Howard Shore ne crée pas de la musique, il construit un souvenir. Et ce souvenir s'appelle le Seigneur des Anneaux. Et grâce à lui, il nous suffit de fermer les yeux pour y retourner. À ce stade, Le Retour du Roi a 8 nominations, 8 Oscars. Et vous êtes toujours là. Et moi aussi, parce que ce n'est pas terminé. L'équipe néo-zélandaise a maîtrisé et dominé chaque aspect qui contribue à la réussite d'un film. Alors qu'est-ce qui nous reste ? Eh bien, parce que si c'était possible, si ces Oscars sont aussi mérités, c'est aussi grâce à une vision, un homme pour les guider tous. Peter Jackson, ce n'est pas qu'un réalisateur. C'est un chef d'orchestre qui a participé à la sélection de chaque instrument de sa pièce. Il était présent partout, tout le temps, pour tout le monde. Il a personnellement sélectionné les armures des orques, choisi les armes, supervisé les décors. S'il trouve que les orques sont ridicules et ressemblent à des bébés en couche, il le dit. Which I called the full diaper walk because it looked like, but they just looked like kids with full diapers basically, the way that they were trotting around and they were anything but scary. Et l'équipe change et s'adapte. Le design d'Arachné vient de sa peur d'enfance des araignées. But particularly when I was a kid, I used to go under my parents' house and there's a spider that lives in those sorts of basements in New Zealand called a tunnel web. It used to terrify me. Et lorsqu'un dessinateur propose de rajouter un monstre au film à la dernière minute, at the beginning of 2003, Alan Lee had a suggestion for us, which was to create a new creature. Il fait en sorte qu'il soit possible à réaliser. The great beasts. We always wondered what they looked like, and now we know. Parce que si une scène lui semble intéressante, il cherche à la mettre en place. Peu importe le prix. And he's right. He's right. That's the thing, is he's always right. You know, that's why you can never get angry. You can never get mad. Comme les trolls quand la porte de Minas Tirith s'ouvre. Il en parle 6 semaines avant la deadline. But I thought it'd be really cool if we had some really big battle trolls. It's all optional. You don't have to do it if you don't want to. It's like, what do you mean we don't have to do it? Of course we have to do it. What does optional mean from Peter Jackson, you know? La musique initialement sélectionnée pour la fin du film, il n'aime pas le style et demande une nouvelle chanson. Peter didn't feel that was the ending of the movie.
And I thought, okay, well, we're going to write another. Peter Jackson, c'est des idées sur tout et partout. Il accepte d'essayer, de changer et de laisser tomber. Et quand le budget l'exige, il trouve des solutions. Le décor du gouffre de Helm sera réutilisé pour créer des fondations de Minas Tirith. Used an area that was formerly beside the Great Hall of Helm's Deep, and we turned that into a further complex of Minas Tirith, and that's where Gandalf confronts the big Nazgul. Afin de réaliser son projet, il crée un studio immense, dans un pays à l'opposé d'Hollywood. Les équipes, pendant 3 ans, le voient parcourir les différents plateaux, à vélo, toujours disponible. Pete would blaze by on his bicycle, you know, with a sandwich in his hand or something. Peter Jackson n'est pas le réalisateur de la trilogie. Il en est le père. Et les équipes sont ses enfants. Il n'y a pas de Retour du Roi sans Peter Jackson. Il n'y a pas de trilogie sans son réalisateur. Le Seigneur des Anneaux au cinéma, c'est, et ça restera toujours, Peter Jackson. Et rien que pour ça, il a amplement mérité son Oscar du meilleur réalisateur. Peter Jackson, Lord of the Rings. L'Oscar de la meilleure chanson originale doit toujours répondre à certains critères. Marquer le public, sortir du film, clôturer un chapitre. Et Le Retour du Roi n'est pas qu'une œuvre de cinéma. C'est aussi un projet humain, un projet qui crée des liens, forge des souvenirs et marque le temps. Et Into the West en est le meilleur exemple. Notre 10e Oscar est celui qui termine le film, la chanson qui clôt l'histoire de Frodon, celle des équipes de tournage et qui dit adieu aux fans. Mais la chanson n'est pas qu'un hommage au film, c'est aussi un hommage à une personne. The story is about a young New Zealand filmmaker, actually, a young man called Cameron Duncan. Car avant même de sortir en salle, l'œuvre était déjà sortie du cinéma. Cameron Duncan était un jeune réalisateur de 16 ans, un garçon bourré de talent, et un proche de Peter Jackson. So as you can see, I mean, the film, you know, made by a 16-year-old is remarkable for just the wisdom and the incredible insight that Cameron showed. Il a visité les lieux de tournage, rencontré les acteurs. Il était là. Got quite famous on the set there. We had a lot of fun with Cameron on set. He really got to bond with the actors. Ensemble, avec Peter Jackson, ils ont même travaillé sur des projets. Mais malheureusement, Cameron avait un cancer. Une maladie incurable. Alors, dans ces derniers mois, il réalise un dernier projet, Strike Zone. When Cameron was undergoing what was essentially his last round of chemotherapy and he was incredibly ill, he wrote the film. Un film basé sur sa vie, celle d'un jeune homme qui entraîne une équipe de sport qui n'arrive pas à gagner. Et lorsqu'enfin son équipe gagne, son personnage meurt. You just know when death is coming. When your time is up, your time is up. And you just pray to God that you've done something worthwhile with your life. Et si je vous raconte ça, c'est parce qu'il était proche des équipes du Seigneur des Anneaux, et pas seulement de Peter Jackson, mais aussi de Fran, la scénariste qui devait écrire Into the West. En plein syndrome de la page blanche, elle a vu le projet de Duncan et n'a pas aimé la fin. Oh, Cameron, why do cancer victims always have to die? Elle ne voulait pas accepter la fatalité de son ami qui parlait de sa mort. And I just so didn't want to face this part. Et puis elle a compris. Rejeter l'idée de la mort ne la rendra pas moins vraie. When Fran saw this film, she immediately felt inspired to write the words of the song. Into the West est l'histoire du parcours de Frodon, mais Into the West est aussi l'histoire de Cameron. Et lorsque le réalisateur est décédé lors de son cancer quelque temps après la création de la chanson, c'est à son enterrement qu'elle sera interprétée pour la première fois en public. He didn't want to be forgotten, and it's great that this DVD
exist now because he won't be. Into the West n'est pas l'Oscar de la meilleure chanson originale parce qu'elle représente le Seigneur des Anneaux à la perfection. Elle l'est parce qu'elle arrive à sortir du film et nous rappeler de vivre nos rêves. Across the sea, a pale moon rises. The ships have come to carry you home. Fran Walsh, Howard Shore, and Annie Lennox for Into the West from The Lord of the Rings, The Return of the King. Voilà, nous arrivons à la fin de l'histoire. Le Retour du Roi n'a pas obtenu 10 Oscars par la chance. Il les a obtenus par le travail, la passion et la volonté de faire une œuvre qui dure dans le temps. Depuis 2003, les années se sont accumulées. Mais si aujourd'hui on peut encore regarder la trilogie du Seigneur des Anneaux et revivre les mêmes émotions, c'est parce que l'œuvre, elle, est intemporelle. Not quite. There's room for a little more. And cut. That's great. We'll check the gate. Good. Mais il nous reste encore un Oscar. Un dernier. Parce que jusqu'ici, j'ai parlé de tout. Des costumes au décor, du montage au son, de la musique à la réalisation. Mais il reste un dernier trophée pour marquer la réussite du projet. Le symbole ultime de l'accomplissement de la trilogie. Une dernière statuette pour reconnaître la grandeur du film. Et cette fois, ce n'est pas un département, une équipe ou un réalisateur. Cette fois, c'est le prix de chacun d'entre eux. Chaque personne qui a contribué à la création de l'œuvre, réunie ensemble, une dernière fois. And the Oscar goes to... It's a clean sweep. The Lord of the Rings, The Return of the King. Parce que le Retour du Roi, quand on y pense, c'est avant tout et surtout l'Oscar du meilleur film. This is the 11th Academy Award win tonight for The Lord of the Rings, The Return of the King. 11 nominations, 11 Oscars, une maîtrise exceptionnelle, inégalée et impossible à reproduire. Lorsqu'un seul Oscar suffit à nous marquer à vie, ils en ont obtenu 11. Lorsque chaque domaine séparément est reconnu comme une performance exceptionnelle, ils les ont tous combinés. Et c'est justement parce que cette performance est impossible à reproduire qu'on peut autant l'apprécier, qu'on peut regarder la trilogie du Seigneur des Anneaux et se dire une chose avec conviction. Oui, gagner un Oscar, c'est quelque chose de particulier. Mais gagner 11 Oscars, c'est quelque chose d'unique. Alors on regarde en arrière, on enfile nos écouteurs, on lance le film et on se souvient. On se souvient qu'on était là et qu'on a enfin compris. On a compris comment on fait un film. Un vrai film. Un film qui traverse le temps. Un film comme Le Retour du Roi. Oh, this is just unbelievable, and I'm so honored, touched, and relieved that the Academy and the members of the Academy that have supported us have seen past the trolls and the wizards and the hobbits and are recognizing fantasy this year.